Coucou, c'est Ruby on the Nail et vous écoutez toute première fois. J'ai bossé dans la mise en scène aussi vite un petit peu. Enfin, j'ai assisté les créateurs de Fantasma, Circus Erotica. J'ai vu que tu avais fait ça cet été notamment et je me suis dit, mais juste avant, après Drag Race, avant la tournée, pas de vacances. Je me suis dit comment elle fait. Et là, je vois le spectacle et je me disais justement sur une des questions après. Je me disais, mais elle enchaîne quoi. C'est fou. Oui, on a commencé là. Non, en fait, je prenais un peu de son. En fait, je prenais un peu de son pour voir comment il était. Entre ses lip-syncs impeccables et ses imitations hilarantes de Jul et Isabelle Adjani, Ruby on the Nail s'est imposée comme l'une des révélations de la dernière saison de Drag Race France. Si elle n'a pas gagné, notre reine réussit avec brio l'après-émission sur les planches dans sa première création théâtrale, sobrement baptisée Top Coat. Un spectacle drôle, touchant et engagé, savoureux mélange de comédie musicale, de théâtre et de drag show, où l'on se retrouve transporté au sein d'un salon de beauté sur le déclin, avec une patronne et des employés hautes en couleur qui s'épanchent sur leurs désirs et leurs désillusions. Ruby dévoile l'étendue de sa palette de comédiennes, accompagnée de performeuses également incroyables. Javel Habibi, Andro Kiel, Madeleine Flamboyante et Kalos Éphémère. On passe un peu par toutes les émotions au sein de ce spectacle sur la quête et l'acceptation de soi, véritable ode à la solidarité féminine et à la liberté. Il est encore temps d'aller le voir avant qu'il ne soit trop tard, entre le 23 et le 25 mai, au théâtre du Gymnase. Petit avant-goût. Toute première fois, saison 4, épisode 9, Ruby on the Nail. On est aujourd'hui au sein de l'agence mère, ton agence du coup, pour discuter de ton premier spectacle, enfin ta première création théâtrale, parce que tu as fait d'autres spectacles avant Show Drag. Là, c'est la première création théâtrale qui s'appelle Top Coat, que tu as joué pendant 2 semaines au théâtre du Gymnase et que tu t'apprêtes à reprendre en mai pour 3 dates, du 23 au 25 mai. Comment est-ce que tu te sens après ces 2 semaines d'excitation, j'imagine ? Coucou, je me sens super bien. Je suis très très contente. Je crois que je redescends à peine de tout ce que ça a été parce que, en effet, oui, on a joué 2 semaines là en mars, mais pour moi, c'est quasiment 1 an de préparation avant où en fait je pensais qu'à ça. Et pendant la tournée Drag Race France Live, moi j'étais en train d'écrire le spectacle et ensuite j'ai enchaîné avec la création des équipes, toute la conceptualisation du spectacle avec le metteur en scène Corentin, avec la chorégraphe Eva, avec la prod la 9e. Donc en fait tout ça a culminé avec les 2 semaines au Gymnase qui étaient juste formidables. J'ai pas les mots, je suis hyper content parce que le public était au rendez-vous et pour le moment, j'ai que des bons retours sur le spectacle, je suis très heureux. Et surtout, ça me fait très plaisir quand on me dit « Waouh, c'est vachement bien écrit !» Je dis « Oui, c'est moi qui ai fait !» J'ai tout fait toute seule. Non, alors pour le coup, j'ai pas fait toute seule parce que l'écriture, majoritairement, je l'ai fait seule. Enfin, j'ai écrit de mes petits doigts. Mais j'ai été vachement épaulé par Corentin, le metteur en scène. Dès qu'en fait j'étais bloqué dans l'écriture, j'ai envoyé un message, j'écrivais « Au secours !» Et il me disait « Qu'est-ce qui va pas ?» Et alors du coup je disais « Je sais pas, là je patauge » et il me posait plein de questions qui moi du coup me permettaient de rouvrir des portes et de retrouver un peu là où j'avais envie d'atterrir dans le spectacle. Et donc ça s'est fait beaucoup comme ça, énormément d'échanges et en fait toute la création du spectacle elle a été hyper horizontale parce que on a tous mis notre pierre à l'édifice quoi, et on s'est tous réunis autour de ce projet et de cet imaginaire qu'on a eu envie de créer autour du salon de beauté de Top Coat quoi. Et justement, avant de parler de ça, donc tu disais que ça faisait 1 an que tu l'avais en tête, sauf que cette dernière année était quand même très chargée pour toi, parce que du coup tu as participé à Drag Race, t'es arrivé en finale face à Le Philippe, t'as fait après la tournée de Drag Race justement, et qui s'est terminée en décembre. Donc là on est en mars, et en à peine 3 mois du coup ça y est, le spectacle s'est lancé. Et comment est-ce que justement c'est venu cette idée que t'avais de première création théâtrale, et est-ce que t'as pas l'impression que ça va trop vite? Comment ça va du coup justement ce niveau-là? Il y a 2 choses. Moi, je suis très flemmard, mais en même temps, je déteste rien faire. Donc, c'est très bizarre. Donc, du coup, il fallait que moi, je savais qu'après Drag Race, il fallait que j'enchaîne sur un truc. Il fallait que je crée quelque chose et c'était l'opportunité parfaite. En plus, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai été bien reçu du public. Donc, je me suis dit, si je capitalise pas là-dessus, je vais perdre une opportunité.
Et le spectacle, moi j'avais envie de créer quelque chose, en tout cas un drag show, même avant de faire Drag Race, mais c'est vrai que j'avais pas cette notoriété là pour faire quelque chose avec plus d'ampleur, parce que moi j'avais un drag show pendant 4 ans qui s'appelait La Boîte à Bijoux, toutes les 2 semaines, et donc c'était génial, j'ai vraiment façonné mon drag là-bas, je trouve, et un drag qui était hyper collectif. On a plus d'une centaine d'artistes drag qui sont venus performer. Et je sais pas, moi, du coup, je connaissais déjà la 9e production parce que je bossais avec eux sur le spectacle Fantasma Circus Erotica, sur lequel j'étais assistant à la mise en scène. Puis après, Ruby a un peu intégré la troupe. J'ai écrit le programme du spectacle parce que j'étais journaliste avant, donc j'ai conceptualisé tout le programme. Et je le vendais en Ruby aux Folies Bergères et dans le foyer. Et donc voilà, donc je les connaissais déjà, et donc en fait je leur ai dit un jour, vous voulez pas me produire Et au sortir du tournage de Drag Race, on s'est vus et on a parlé, et moi je leur ai dit, bon ben moi, j'aimerais bien faire un gros drag show, quoi. Mais je leur ai dit, mais moi en fait, gros drag show pour moi c'était bon, bah une salle où il peut y avoir 200 personnes, et puis peut-être pourrait y avoir un piano, comme ça les gens qui savent en jouer, pas moi du coup, pourraient jouer, ça pourrait être du live et tout, un petit piano bar. Et ils m'ont dit, bon écoute, on va y réfléchir, et puis quelques temps après on s'est revus. Et ils m'ont dit, bon ben voilà, on pense qu'il faut que tu écrives une pièce de théâtre et que ça se passe au théâtre du gymnase. Je leur ai dit, quoi, hein? Et au final, on en a discuté, et j'avais déjà le nom Top Coat en tête. Okay. Je sais pas pourquoi. Enfin, parce que ça résonne avec mon nom, Ruby on the Nail. Ouais, il y a un petit jeu de mots avec le nail. Bah, moi, je suis très jeu de mots, moi, donc voilà. Et du coup, voilà, à partir du nom Top Coat, l'histoire s'est découlée, quoi. Ah, c'est génial. Ouais, elle est née comme ça. Et justement, tu parlais des jeux de mots, et donc du coup, ton premier spectacle s'appelait justement Boîte à bijoux, Ruby, Boîte à bijoux, voilà, j'imagine qu'il y a quelque chose là-dessous. Et justement, dans une interview que j'ai lue sur le site d'actu.fr, tu disais que tu étais plutôt une drague de la proximité, parce que notamment, tu avais 70-80 personnes maximum qui venaient te voir, et là, le théâtre du Gymnase, c'est plutôt une centaine de personnes, voire souvent un peu plus. Justement, comment on passe de ça à ça? Est-ce que c'est un peu de stress de se dire maintenant je suis devant beaucoup plus de personnes et certains qui sont peut-être pas forcément familières du drag mais qui m'ont vu à l'émission ou quoi? Qu'est-ce qu'on ressent justement dans un théâtre aussi grand? Ouais, pour moi la proximité avec le public c'est essentiel. J'envisage pas de faire du drag sans cette proximité-là. Mais c'est quelque chose que j'avais déjà, du coup, l'ampleur de cette proximité, je l'ai un peu vécu grâce à la tournée Drag Race France Live. Quoique, enfin, on est quand même dans une proximité, mais éloignée un petit peu parce que on peut pas rencontrer tout le monde. Et c'est voilà, enfin, et puis on fait ville après ville après ville. Mais déjà, enfin, rencontrer un public comme ça dans un grand, on a joué aux Folies Bergères, on a fait des zéniths, c'est quand même incroyable. C'était fou. Et en plus, moi, j'ai jamais vraiment eu le trac sur scène. Parce que je me dis, je fais du drag pour m'amuser, donc je vais pas me stresser non plus, quoi. Mais du coup, de passer de la boîte à bijoux à Top Coat, il y a pas mal de gens qui étaient des habitués de la boîte à bijoux qui m'ont dit, ça fait du bien parce que, en fait, on retrouve l'esprit de la boîte à bijoux, c'est comme une boîte à bijoux XXL, quoi. Et en fait, c'est une des préoccupations que j'ai eues au tout début du processus de création du spectacle, où je pense qu'un des deuxièmes rendez-vous, le deuxième, je crois, rendez-vous que j'ai fait avec la prod, je suis arrivé, ils m'ont dit ça va, je dis non, ça va pas. Je sais pas ce que je fais, vous m'avez demandé d'écrire un spectacle, je sais pas où je vais, je comprends pas, je suis pas légitime et tout. Et en fait, ils m'ont dit bon, on se pose, dis-nous tes idées. Et en fait, je leur ai déballé mes idées et ils m'ont dit mais tu te rends compte que tu es en train de nous présenter une boîte à bijoux magnifiée en fait. Et c'est là que j'ai compris que c'était ça que je voulais, c'était qu'à travers un spectacle, certes, dans une salle un grand théâtre parisien de 700 places, malgré ce contexte-là, qu'on puisse créer cette proximité avec le public et les inviter dans notre univers et qu'il y ait un échange, quoi. Justement,
Justement, je trouve que c'est ça qui est très bien dans ce spectacle, c'est que tu arrives à créer par certains moments, on va peut-être pas trop spoiler, mais il y a parfois des personnages qui viennent auprès du public, ou alors qui les interpellent, il y a des chants, il y a beaucoup de choses, et du coup c'est vrai que ça permet de créer une sensation de proximité. Et ce qui crée aussi ça, je trouve que c'est la troupe qu'il y a sur scène, parce que du coup tu n'es pas toute seule sur scène, vous êtes 5, et ce spectacle du coup, comme j'imagine que j'aurais dit dans l'introduction, mais je vais le redire, du coup, c'est un salon de beauté un peu à l'agonie, on va dire, et on voit cette directrice que tu joues qui est un peu méchante, mais en même temps, on sent que voilà, c'est une ancienne reine de concours de beauté qui cache quelque chose en elle, et elle a ses employés qui sont un peu désespérés par l'état du salon, et sa meilleure amie, qui est aussi la narratrice de l'histoire et qui est jouée par Javel Habibi, qui est aussi une de tes amies, avec qui vous avez fait beaucoup de choses aussi. Et justement, tu parlais du sens du collectif pour toi, tu sais que le drag c'était ça, je me demandais pourquoi, parce que certaines dragues, on a pu voir Paloma, elle a fait ses spectacles toute seule, ou d'autres parfois elles sont à deux, ou comme ça, où il y a des duos comme Rose et Pounani, et vous c'est vraiment une troupe, j'ai l'impression souvent, pas forcément avec les mêmes personnes. Qu'est-ce qui te plaît dans cette idée de collectif et de troupe justement? Bah, je saurais pas l'expliquer, mais pour moi, c'est comme ça que j'ai toujours vécu le drag en fait. Je l'ai jamais vécu comme un processus solitaire. Ouais. Ne serait-ce que apprendre à me maquiller, toutes les étapes de mon maquillage viennent d'un conseil que j'ai glané par-ci par-là auprès de plein de copines et copains qui font du drag. Et souvent j'y pense, la manière dont je fais mes sourcils, bah, c'est telle ou telle personne qui m'a dit ah bah tiens tu devrais faire comme ça, ou Misty et Lula qui m'ont dit tu devrais mettre du blush liquide, alors maintenant je mets du blush liquide. Mais voilà, et donc pour moi le collectif il est même quand tu fais du drag tout seul, et j'aime pas, moi j'ai horreur de me maquiller chez moi par exemple, et de devoir aller prendre un taxi pour aller je sais pas où. Moi j'aime me préparer sur le lieu de l'événement, enfin si c'est un show quoi. Et c'est comme ça que j'ai toujours vécu, puisque j'ai commencé un peu comme tout le monde, mais dans des drag shows où on était 5 ou 6 sur le line-up, et puis et voilà, et enfin moi j'aime bien cette émulsion qu'il y a dans les loges, bon souvent c'est des toilettes ou les cuisines ou un pauvre couloir non éclairé, tu vois, mais ouais, il y a une beauté dans ça, et si le drag c'est pas l'art un peu de l'entraide et de la communauté, de la collectivité, alors qu'est-ce que c'est, tu vois, on est vraiment toutes là pour se porter vers le haut et pour montrer qu'on est fortes ensemble, quoi. Donc ouais, c'est pour ça que moi je me voyais pas être seul sur scène, vraiment. Et puis en plus ça résonne avec la boîte à bijoux qui était des line-up à chaque fois de 4 ou 5 personnes. Et ouais, moi c'est ça que j'aimais. En fait, autre que moi être sur scène, j'aime aussi écrire ou créer créer le cadre pour que d'autres viennent sur scène avec une direction artistique entre guillemets, quoi. Et ça j'aime bien, parce que j'aimais les boîtes à bijoux parce que j'adorais être sur scène, et je faisais souvent des trucs que je décidais le matin même d'ailleurs, donc à la fin c'était vraiment à l'arrache, mais c'était très drôle. Mais j'aimais bien voir le produit fini en me disant quand même à l'arrache on a fait un line-up qui tient la route, et puis un show que les gens ont aimé, ou ils ont traversé plusieurs émotions, et puis à la fin on boit un coup, quoi. Enfin, au début, au milieu, et voilà. Mais ouais, c'est ça pour moi. Ouais, c'est écrire pour toi et pour les autres, et mettre en scène des histoires fortes. Et justement, cette histoire-là, donc, comme tu le disais, on t'a demandé de faire un spectacle, donc du théâtre, mais c'est aussi du drag, c'est aussi de la comédie musicale, c'est aussi du lip-sync, du chant. Je me suis demandé si certaines chantaient en live ou pas sur scène. Oui, pas toutes, non, mais certaines. Toutes. Il y a que moi qui chante pas live, en fait. Parce que franchement, on se posait la question, on se disait, mais c'est impressionnant, les voix et tout ça. Et justement, ce mélange des genres, d'où il vient aussi? Est-ce que ça vient justement de toi, du fait que tu t'appréciais comme musical petit, le drag est venu après, du coup c'est un mélange un peu de toutes tes passions? Oui, clairement, moi j'adore la comédie musicale, voilà. Et en fait, j'ai toujours eu le regret de ne pas savoir chanter, malheureusement. Donc du coup, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je sais faire? Moi, je sais bien faire du lip-sync. C'est pour ça que le drag, c'est super pour moi, parce que le lip-sync, c'est quand même le vecteur le plus répandu dans le drag. Mais j'avais envie que ça rejoigne mon amour de la comédie musicale et des histoires qu'on raconte. Mais surtout, en fait, c'est venu des artistes que j'ai invités sur Top Coat. Parce que vraiment, le spectacle, il existe grâce à elle, quoi. Parce que, en fait, c'est pas que j'ai pas fait grand chose, mais je suis allé. En fait, j'ai écrit les personnages pour elle.
Donc en fait, si par exemple l'une ou l'autre n'avait pas pu être disponible, j'aurais écrit un autre personnage. Parce que je voyais pas d'autres personnes dans ces personnages-là, parce qu'ils sont quand même assez proches de leur personnalité. Je leur ai pas demandé de faire un grand écart, tu vois. Voilà. Mais et du coup, ben, tu vois, Madeleine Flamboyante, c'est une artiste de cabaret incroyable, à la voix. Madame Arthur aussi, comme Andro Kiel, qui est la Madame Arthur. Toutes les deux, c'est des artistes accomplis, géniales. Madeleine, une chanteuse hors pair, et qui en plus est fan de comédie musicale aussi. Donc, enfin voilà. Je me souviens, ça fait un moment qu'on se suit sur la scène drag, et que moi, je l'ai booké à la boîte à bijoux, que je l'avais vu à d'autres shows de copines, et que je l'ai vu aussi à la Madame Arthur. C'est une des premières personnes, quand j'ai commencé à penser à Top Coat, j'ai dit Madeleine. Voilà. Parce qu'en plus, c'est une comédienne magnifique, enfin, moi je l'adore. Tout comme Andro Kiel, qui non seulement elle chante comme jamais, mais en plus elle danse comme jamais non plus. Donc elle est incroyable, elle est magnifique. En plus, je trouve qu'elle a je lui dis ça, je crois, une tension entre une force mais brute et une sensibilité tellement touchante. Et j'adore cette tension qu'il y a entre ces deux. Ouais, ces deux aspects de sa personnalité, elle est magnifique, je l'admire beaucoup. On a Javel, que je disais, qui est mon ami, ouais, qui est mon ami, et du coup, pour moi, moi j'adore la voir, Javel, c'est une speakerine, quoi. Enfin, je sais pas si t'es déjà allé à sa soirée au cabaret à Bibi. J'avais vu son film, du coup, oui. mais je voulais aller à une de ses soirées, j'ai pas encore pris le temps. Et ben, je te conseille d'y aller, parce que pour moi, c'est vraiment un de mes drag shows préférés. Parce que Javel, elle invite les gens dans son univers, dans nos univers, et en plus elle a un regard sur chacune des artistes drag qu'elle book hyper tendre, ouais. Et elle sait raconter. Et c'est si beau, de l'avoir au micro, moi j'adore. Donc du coup je me suis dit, j'avais envie au départ je voulais pas qu'il y ait de dialogue dans Top Coat. Ouais. Et je me suis dit, comment est-ce qu'on raconte l'histoire? Et j'aimais bien un peu la posture Émilie Joly avec le narrateur. Et je me suis dit, il faudrait faire une narration comme ça. Et Javel, c'était le choix évident. En plus, c'est mon ami, donc voilà, génial. Et puis, on a Kalos Éphémère, qui est l'apprenti. Et Kalos, c'est aussi une drague que je suis depuis un moment. Je crois que j'avais vu sa toute première performance à la Mutinerie à l'époque. Et elle m'avait déjà époustouflé, alors que c'était la première fois qu'elle montait sur scène. Elle avait fait une sur FK Twigs, incroyable. Ouais, c'est génial. Et bien en fait, ce numéro, c'est un numéro qu'elle fait déjà depuis un moment. Et elle avait fait son costume elle-même, voilà, qui est pas celui qui est dans Top Coat, mais celui qui est dans Top Coat est inspiré de son costume original, qui était un peu trop galère à utiliser sur Top Coat, et qu'on a voulu réadapter pour la mise en scène. Donc ça, c'est un numéro qu'on a réadapté en fait pour Top Coat. Et elle est d'une poésie et limite elle s'excuse d'être là, mais alors qu'elle est incroyable, et que c'est le type de personne, elle te dit j'avais envie d'avaler les sabres, du coup j'ai appris chez moi tout seul à avaler un sabre. Mais pareil, elle sait faire des pointes, elle sait tout faire, c'est vraiment, elle peut, c'est l'exemple même de quand tu veux tu peux, voilà. Et je trouve ça incroyable. Dans ce spectacle, on passe par beaucoup d'émotions, notamment grâce à ces numéros chantés, aux personnages que l'on voit sur scène qui sont à la fois désespérés, mais à la fois qui prennent aussi leur destin en main, qui crient, qui font des slogans, tout ça. Et c'est du coup assez politique, parce que du coup, sans trop spoiler, il y a une petite manif à un moment sur scène, il y a des slogans qui sont créés carrément sur scène avec le public aussi, et scandés. Est-ce que pour toi, juste, du coup, le drag est forcément politique? Et c'est... j'allais dire, je savais ta réponse, mais en quoi pour toi, justement, le drag est politique, et pourquoi tu as voulu le montrer sur scène? Oui, clairement le drag est politique dès lors qu'on joue avec les normes de genre, et que surtout aujourd'hui, j'arrive pas à croire qu'on est vraiment rétro-pédalé comme ça, quoi. On arrive, aujourd'hui ça fait vraiment peur, il y a une montée du fascisme incroyable. On est dans une société où nos libertés, elles sont de plus en plus mises en danger. Parlons même pas des libertés, de l'existence même des personnes trans, par exemple. C'est un scandale.
Euh, et on a tendance à croire, enfin, je sais pas si on prend l'exemple de Trump par exemple, de tout ce qui se passe aux États-Unis, parfois nous de loin on en rigole, on dit quel guignol celui-là, mais peut-être qu'on se rend pas compte vraiment de la dangerosité extrême qu'il représente, enfin, la montée du masculinisme, ce genre de choses. Euh, oui, donc aujourd'hui faire du drag, rien que faire du drag, c'est politique. Après, le militantisme c'est autre chose. Et moi, je suis bien conscient qu'il y a d'autres drags qui sont beaucoup plus militantes que moi, ou en tout cas qui l'incorporent dans leur drag et dans leur pratique de tous les jours. Moi, je suis un peu plus réservé à ce sujet, mais moi, je pense que là où là où je m'exprime le mieux et où je peux le mieux faire passer des messages, c'est par le divertissement, justement. Et je pense que si j'essayais de me lancer dans des discours politiques ou dans des démarches militantes, j'ai peur que ça sonne faux sortant de ma bouche, même si je le fais quand il le faut, enfin, et il faut le faire le plus souvent possible. Mais je pense que comment dire, ma présence en tant que drague sur une scène ou ailleurs, à travers les créations que je propose, à travers ma vision du monde sous le parapluie du divertissement global, je pense que ça peut tout aussi éduquer et aider les personnes, les publics qu'on touche à réfléchir à des concepts tout cons comme la bienveillance, quoi. Euh, voilà. Donc moi, je trouve que je me situe là. Mais oui, le drag est politique. Et en tout cas, ce qu'il faut jamais oublier, nous, avec notre position de personnes, non seulement ma position de drag, mais en plus de drag qui jouit d'une certaine notoriété parce que j'ai fait de la télé, par exemple. Il faut toujours mettre des piqûres de rappel et dire, voilà, et aiguiller sur les bonnes, les causes à soutenir, pourquoi on est là, qui on est, d'où on vient et pourquoi il faut continuer. Parce que on a tendance à oublier et faire du drag juste pour être belle, ça n'a pas d'intérêt en fait. Voilà. Oui, justement, c'est un peu le centre un peu du spectacle aussi. C'est une ode à la liberté, à la recherche de soi, à toutes ces chansons un peu où tu te cherches, tu sais pas trop qui tu es, et puis finalement à la fin, tu comprends que tu n'es pas qu'un physique. Et, enfin, ça c'est en tout cas je trouve ton personnage, c'est que du coup c'était une reine de beauté qui reste un peu dans son passé et qui finalement se rend compte qu'elle est plus de choses et que peut être plus de choses. Et justement, je me demandais si c'était ça que tu voulais aussi que le public voit. Comme tu dis, c'est par le divertissement que tu fais aussi passer ces messages-là de quête de soi, alors j'aime pas ce mot-là, j'allais dire de tolérance, mais c'est pas le mot que je cherchais, mais tu vois ce que je veux dire, le côté quête de soi et justement plutôt de je suis comme ça et je vous emmerde, et voilà, c'est plutôt ça que je veux dire, pas la tolérance, mais voilà, et de bienveillance et de solidarité, c'est tout ça réuni à travers ces petites histoires qui paraît un peu, quand tu veux ça, tu dis, ah tiens, c'est l'ordre de beauté, et finalement, c'est un peu tous ces éléments-là que tu veux véhiculer, j'imagine. Complètement. Et moi, je dis souvent que le salon Top Coat, c'est une allégorie du drag aussi, mais c'est aussi en fait, c'est une porte d'entrée vers mon intimité à moi et peut-être tout ce que j'ai, enfin, mon parcours de vie, pas qu'en drag, je veux dire, moi, Maxime, quoi. Tout ce que j'ai pu vivre ou ressentir en tant que personne queer qui grandit, qui a l'impression que le monde est contre elle, tu vois, et tu vois, je sais pas comment évoluer dans le monde parce on m'interdit beaucoup de choses, on me violente énormément, voilà. Donc, et moi j'ai juste envie que les gens puissent se reconnaître là-dedans et se dire, peu importe en fait qui on est, d'où on vient et qui on aime et comment on se sent, en fait, on, ensemble on est plus fort et on est tous beaux et belles, quoi, tu vois. Enfin, c'est couillon à dire comme ça, mais ouais, je veux juste faire réfléchir les gens et leur montrer que, en fait, la bienveillance, ça a quand même des bienfaits, quoi. Tu aurais pu être la queen, finalement, la Miss Sympathie de cette saison, finalement, j'ai l'impression, en fait. Ça devrait pas être. Mince, c'est qui du coup cette saison? Oh là, C'est Norma. C'est Norma, oui, Norma quand même. Oui, non. Ouais, non, c'est mérité. Norma, c'était encore mérité. Ouais.
Est-ce que ce spectacle, tu l'as écrit en tête? Justement, tu parlais de la montée du fascisme, des choses qui montent. Et ce qui monte aussi, c'est toute la transphobie et aussi on va dire, la critique des drags de la part d'une certaine frange de certaines femmes TERF, voilà, pour pas les citer. Qui voilà, critique le fait que les drags c'est une appropriation de la femme, des codes de la féminité, choses comme ça. Elle critique beaucoup les drags justement. Et est-ce que ce spectacle, tu l'as aussi parfois un peu pensé en disant, mais en fait, je vais leur montrer ce que c'est en fait être drag, c'est aussi un hommage justement à des femmes fortes qui nous ont éduqués, qui nous ont permis de savoir qui on est, de comprendre qui on est. Est-ce que tu l'as un peu pensé comme ça ou c'était pas forcément une réponse à ça? Parce qu'en le voyant, j'ai un peu l'impression de voir ça sur scène, de regarder ce que vous dites des choses sur nous, ben voilà, en fait, qui on est vraiment. Sincèrement, non. Je pense pas à ces gens-là. Enfin, non, alors, en tout cas, ça n'a pas été une démarche volontaire de ma part ou que j'ai fait exprès, tu vois. Je me suis pas dit, ça leur est destiné, parce que clairement, c'est pas des gens qui vont venir voir le spectacle et qui, en fait, s'arrêteront à l'image et vont critiquer, tweeter, je sais pas ce qu'ils font, tu vois. Mais, ou, enfin, mettre en danger, d'ailleurs. Donc non, mais je suis content que les messages passent quand même, tu vois, que ça transparaisse malgré tout. Moi, tout ce que j'ai cherché à faire, c'est montrer ma vision du drag de la plus authentique qu'elle soit et mettre en valeur les talents qui, pour moi, sont le drag, quoi, à travers les personnages du salon. Parce que c'est vrai que c'est des critiques qui montent en même temps. Vu que le drag devient de plus en plus visible, grâce à l'émission notamment, c'est vrai que ces critiques-là deviennent aussi un peu visibles. Et c'est quelque chose qui vous fait peur, vous, justement, ces critiques-là et cette transphobie et cette aussi... Ouais, bah, comme je disais tout à l'heure, faut prendre la mesure de ce que c'est. Et je pense qu'il faut... Mais je pense qu'on est en train de s'en rendre compte, hein. Faut pas prendre ça comme des huluberlus, tu vois, qui nous font rire parce que c'est tellement gros ce qui nous sortent. Non, c'est très 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 dangereux. Et oui, bien sûr, ça fait peur parce que ça crée un terrain d'hostilité où en fait ça rend la violence envers les personnes queer acceptable ou même normale. Donc on voit plein de répercussions dans la société, quoi. Une violence accrue envers nous. Donc et encore, moi, je me considère comme privilégié parce que je suis un mec blanc, je suis un mec gay, quoi, c'est tout, tu vois. Donc, en vrai, je suis le moins impacté quand même. Mais tu parlais de la féminité. Je sais pas comment dire ça, mais je pense que je crois que je peux concevoir que pour certaines femmes, ce que l'on fait, donc alors pas le drag, mais le drag qui est un homme qui se transforme en femme, ça peut paraître être une caricature, mais je pense que c'est mal connaître l'art du drag et d'où il vient, son histoire. Et d'ailleurs, je veux dire, avant les hommes jouaient les femmes au théâtre. Enfin, je sais pas, on a une impression, on a envie d'occulter toute une partie de l'histoire quand même qui montre que le drag existe depuis des lustres, quoi. Et aujourd'hui, juste parce que quoi, en fait, je sais pas, parce que ça passe à la télé, ou je sais pas vraiment, j'arrive pas à savoir quel est le déclencheur de cette haine homophobe, transphobe, dragophobe. Je comprends pas. Ouais, c'est assez... Et puis surtout, elles occultent une grande partie du drag, parce qu'il y a aussi des femmes qui font du drag, Bien sûr. des femmes qui font du drag king, enfin du drag homme, des créatures, enfin, je veux dire, il y a tout un pan de cet art. Et même au théâtre, il y a aussi des femmes qui jouent des rôles d'hommes dans d'autres pièces, enfin je veux dire, c'est... Complètement. Non mais on marche vraiment sur la tête aujourd'hui. Je pense qu'il faut juste accepter que le drag est un art comme un autre et que qui veut fait ce qu'il veut. Voilà, enfin vraiment, quiconque fait ce qu'il veut. Pour moi, c'est du spectacle. Tu vois, voilà. Enfin, chacun et chacune considère son drag différemment. Moi, je considère que c'est du spectacle et qu'on fait de mal à personne. Et les personnes qui font du mal, c'est les personnes qui sont contre nous, enfin, qui essayent, enfin, volontairement de nous faire du mal, sous réserve, sous prétexte que on n'est pas bon pour la société. Enfin, je comprends pas. Enfin, c'est plutôt, bref.
Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis. Justement, ce drag-là que toi tu représentes, comme tu dis, par le divertissement, tu fais passer des messages. Et justement, tu disais que ce drag-là, tu l'avais travaillé notamment auprès de Javel Habibi dans certaines de ses scènes. Ouais. Est-ce que la drague que tu es aujourd'hui est la même que celle de 2017 quand tu as commencé, ou tu as l'impression justement qu'il a totalement changé ton drag, ou qu'il y a quand même toujours des petites parties de toi qui sont restées, ou est-ce que justement ton spectacle t'a aussi permis de le porter à une autre hauteur? Déjà, tu es blonde dans le spectacle, tu n'es plus rousse déjà, donc... Ouais. Oui, on évolue, mais c'est comme dans la vie en fait. Ouais. Pour moi, mon drag, il est lié à ma vie. Enfin, je fais pas, c'est pas un truc que je mets dans une boîte à la fin de la journée et que je me dis je sors Ruby, je rentre Ruby, je sors Ruby, je rentre Ruby. Non, Ruby, elle fait partie de moi. C'est moi parce que ça vient de mon corps, ça vient de mon esprit, de mon âme, de mon intimité, comme je te disais. Donc c'est très très lié. Mais bien sûr, quand j'ai commencé le drag, je pense que je savais pas pourquoi je commençais le drag. Enfin. Juste parce que j'avais regardé Drag Race en streaming illégal et que je voulais ressembler à Courtney Act, enfin tu vois. Et donc du coup, j'ai commencé à me maquiller, à m'amuser. Après, ça a pris une dimension très très personnelle pour moi parce que j'ai vécu un deuil tout de suite après avoir commencé le drag. Et donc en fait, c'était un peu un refuge pour moi. Le soir après le boulot, je me maquillais et ça me permettait de penser à autre chose et de me réfugier là-dedans. Et puis les deux se sont vachement liés et j'ai compris en fait que c'était aussi un catalyseur d'émotions et que je pouvais décupler, ressentir toutes les émotions que j'avais et qui étaient enfouies en moi à travers une performance sur scène. Et c'est là que j'ai compris en fait le pouvoir de la scène pour moi. Et bien sûr, après mon univers drag, c'est vachement affiné. La comédie musicale est vachement rentrée là-dedans. Barbra Streisand, voilà, elle est là. On évolue. Et en effet, après, il y a eu ma boîte à bijoux. Et c'est là où, en fait, déjà, la fréquence à laquelle je faisais la boîte à bijoux, c'était quand même toutes les 2 semaines. Donc, je m'arrêtais jamais. Et ça m'a permis de rencontrer plein de gens, enfin, de bosser avec plein de monde et des artistes géniaux, de vraiment, je pense, trouver l'aspect collectif du drag là-dedans. Et après, Top Coat, c'est le porter encore à un autre endroit qui est magnifique aussi, quoi. Et justement, donc Top Coat, il reprend là en mai, oui. du coup 23 au 25 mai, si je dis pas de bêtises. Et est-ce qu'il y a d'autres plans pour le continuer un peu après, ou tu as déjà en tête un autre spectacle ou la suite? Tu veux me dire quoi sur la suite pour Ruby? L'idée, c'est que Top Coat continue. Ok. Ouais. En fait, moi au départ, je voulais que Top Coat puisse évoluer tout le temps et puis rajouter des personnages et tout, mais en termes d'écriture et de boulot et tout, c'est un enfer. Donc en fait, là, on s'est dit avec la prod, bon, on a quand même un joli objet, on va l'utiliser le plus longtemps possible quand même, tu vois. Donc oui, j'espère qu'il y aura d'autres dates après mai. Et en tout cas, le décor rentre dans un camion, donc parce qu'on me pose beaucoup la question d'une tournée. Ouais. Et ce que je veux qu'on comprenne à propos d'une tournée, c'est que ça s'organise et que c'est un travail de longue haleine, que ça prend quand même 1 an au moins pour organiser toute une tournée. Donc je pourrais pas tourner en 2025, mais 2026 peut-être, j'espère. Voilà, lançons ça dans l'univers. Tout rentre dans un camion en tout cas. Oui. Ça c'est vérifié, c'est bon. Ça a été pensé pour. Ouais, donc c'est bon. Écoute, hâte de voir ce que ça donne et hâte de te revoir en mai du coup au théâtre du gymnase, et merci beaucoup, c'était très chouette. Merci à toi. À bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver toute première fois sur Spotify, Deezer, Apple Music et Google Podcast, et également aller suivre et liker les pages Twitter et Instagram. Merci.